économique. Je vais laisser la parole à Kevin Bolizzi pour nous parler de sa startup. Tu veux peut-être commencer? Ouais, je vais commencer. Allez, vas-y, je te laisse faire, Julien. Bonjour, je m'appelle Julien Tournier, j'ai 33 ans et je suis serial entrepreneur. Un serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui multiplie les entreprises, c'est quelqu'un qui multiplie les projets, c'est quelqu'un qui multiplie les aventures. Quand je suis sorti de mon école de commerce, c'était il y a 10 ans. Je ne savais pas que j'allais devenir une sorte d'entrepreneur ou d'aventurier. J'ai rejoint un family business. C'était une agence de conseil en communication qui était spécialisée dans le marketing direct à destination des groupes de médias et des groupes de presse. C'était une toute petite affaire. Et au bout de quelques années, je suis devenu le dirigeant de cette société. Et j'ai appris énormément de choses. J'ai appris le développement commercial, j'ai appris la gestion administrative, j'ai appris la relation client, j'ai appris le management. Donc cette première aventure m'a appris énormément de choses, mais ça ne me suffisait pas. Au bout de quelques temps, j'ai lancé une deuxième activité, j'ai créé une maison d'édition. C'est un domaine qui m'est cher, c'est les éditions du Devin. Et j'ai appris à travailler avec des auteurs, j'ai appris le développement éditorial, la gestion des stocks, le retail. C'est un tout autre métier. Et ensuite, j'ai lancé une agence digitale qui s'appelle Atacama. Et là, j'ai pris le tournant numérique en pleine face. Je me suis formé, parce que j'ai fait une école de commerce, donc c'était important de me former aux nouveaux outils. Et ça m'a permis de m'installer dans la région et de travailler avec quelques clients prestigieux. Je pense notamment à Voyage Privé, qui est un des champions locaux, peut-être bientôt de nouveaux clients. En 2014, avec deux associés, on a créé une start-up. Ça nous a permis de découvrir le monde entrepreneurial digital. D'abord à Toulon, puis à Aix, puis à Marseille. Et ça a été l'expérience entrepreneuriale la plus riche de ma vie. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, mais c'était aussi la plus difficile, puisqu'une start-up, c'est partir de rien, et c'est un parcours où il faut avoir énormément d'énergie, énormément de volonté, énormément de persévérance, énormément d'envie. Donc, c'est à la fois la plus belle et à la fois la plus dure de mes aventures entrepreneuriales. Ça fait 4. Et en 10 ans, la 5e, c'est depuis cet été, je m'occupe d'une activité touristique dans le Var. Et ça démarre très bien, je suis très content de ce démarrage-là. Donc sur 5 aventures en 10 ans, il y en a 4 aujourd'hui qui sont encore actives. Et quand on est entrepreneur comme ça, je pense que ça ne se voit pas que du côté de l'activité économique, ça se voit aussi professionnel, ça se voit aussi du côté vie personnelle. Et pour finir juste rapidement mon parcours, après on parlera de l'attractivité du territoire. Côté vie personnelle, en 10 ans, dans la même période, j'ai aussi rénové une ancienne maison, un projet immobilier à côté de Lyon. Je me suis mis à écrire, j'ai écrit des articles dans des journaux, dans des magazines. J'ai écrit des romans, des albums jeunesse. J'ai rénové une deuxième maison, deuxième projet immobilier dans le Var, celui-là. Je me suis marié à l'automne et j'ai fait des enfants. Et ça, je vais vous dire, en matière d'expérience entrepreneuriale et d'aventure, les enfants, c'est peut-être la gestion d'une famille, c'est peut-être le truc le plus fabuleux qui existe. Donc voilà, ça c'était pour ma présentation. Quand on m'a demandé de parler de l'attractivité du territoire, je suis allé parler avec des entrepreneurs que je connais qui sont dans la région ou à Paris ou à l'étranger. Alors le premier retour que j'ai eu, c'était un entrepreneur qui est toujours entre Paris et la Silicon Valley. Et alors il a dit quelque chose de pas très sympa pour le territoire. Il a dit le seul point commun entre la Silicon Valley et Marseille, c'est les embouteillages. J'ai fait OK. Ça commence bien. Alors j'ai interrogé d'autres entrepreneurs et je vous fais une petite synthèse de 5 points qui, selon eux et selon moi, sont vraiment les 5 points prérequis fondamentaux pour avoir un écosystème entrepreneurial et digital qui cartonne, de classe mondiale.
Alors le premier, c'est simple, c'est l'éducation, les écoles, les universités, les filières d'excellence, la formation continue. Ça, je pense que sur ce point-là, Marseille est pas mal, on en parlait tout à l'heure. Il manque peut-être une école 42 ou une Rothburton School. Bon, il y a Epitech, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pénuries de codeurs, de développeurs, donc ça pourrait éventuellement être un atout. Mais en tout cas, je pense que Marseille est bien placé. Ex-Marseille, PACA en général, a quand même un système éducatif de grande qualité. En plus, on est en France, c'est un système éducatif qui, pour la plupart du temps, est gratuit. Et ça, c'est un vrai atout, y compris à l'international. On ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a d'avoir ce système. Le deuxième point, qui est évidemment majeur quand on crée une entreprise, c'est le tissu économique, le business. Le tissu économique, de quel type d'entreprise il est constitué? Est-ce qu'il y a des champions? Est-ce qu'il y a des entreprises de taille intermédiaire qui sont très importantes pour faire vivre le tissu économique? Est-ce que c'est beaucoup de TPE, PME, d'indépendants? Auquel cas, c'est un tissu économique en souffrance. Ça, c'est très très important, y compris la liquidité, y compris la disponibilité des capitaux et l'attractivité pour les investisseurs de venir sur le territoire. Tout ça, c'est des composantes qui sont évidemment cruciales. Là, moi, je ne suis pas qualifié pour dire si on est bon ou pas dans ce domaine, mais c'est un truc qui est juste hyper important. Le troisième point, ce sont les infrastructures. Alors là, est-ce qu'on a des autoroutes? Est-ce qu'on a des infrastructures ferroviaires? Est-ce qu'on a des infrastructures IT? Est-ce qu'on a des aéroports internationaux? Là, je crois que là-dessus, on n'a pas grand-chose. Des ports. Je crois qu'on est pas mal sur ce point-là. Des infrastructures d'hébergement. Le marché immobilier aussi, est-ce qu'il est dynamique? Est-ce que c'est cher, pas trop cher? Tout ça, c'est important. Là, le quatrième point, je crois que c'est vraiment celui où on est champion du monde. Toute catégorie, c'est la qualité de vie. Franchement, à part la Californie et la Toscane, je vois pas de meilleur endroit au monde pour vivre que dans la Provence, quoi. C'est un truc de fou. On a le soleil, on a des paysages naturels qui sont magnifiques, on a des plages, on a des criques, enfin, on a les gorges du Verdon, enfin, voilà. Je pense que de ce côté-là, c'est bon, le contrat est rempli. Alors le dernier point, maintenant, c'est celui du mindset, de l'état d'esprit de l'écosystème. Est-ce que c'est un écosystème qui est ouvert? Est-ce que c'est un écosystème qui laisse et qui favorise la création de l'innovation, qui laisse se développer des choses un peu différentes, qui donne sa chance à des projets qui sont peut-être plus hors normes? Dans le cadre de la French Tech, on est parti à Las Vegas au CES et ensuite j'ai visité la Silicon Valley. Là-bas, on ne sort pas d'un rendez-vous avec une personne sans avoir eu 2 contacts pertinents pour son business. La mise en relation va à la vitesse de la lumière aux États-Unis. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont très réalistes et très rapides dans l'exécution. L'autre truc, c'est que quand vous discutez avec quelqu'un aux États-Unis, si votre projet ne l'intéresse pas, vous le savez au bout de 10 secondes. En France, ça peut prendre beaucoup de temps avant que quelqu'un vous dise « Désolé, mais on ne va pas travailler ensemble, ça ne m'intéresse pas ». Je vais donner juste un exemple, un organisme public qu'on a rencontré début avril. Il devait nous aider à financer une étude d'impact environnemental, puisque la start-up dont je m'occupe maintenant est dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour les infrastructures informatiques, IT. Et ils voulaient nous aider à financer cette étude. Ils étaient très enthousiastes à la sortie de la réunion. On s'est dit, c'est bon, c'est dans la poche. Là, on est le 2 juillet et on ne sait toujours pas si c'est oui ou si c'est non. Et en fait, il vaut mieux que ça soit non tout de suite que ni oui ni non au bout de 4-5 mois parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, ça bloque tous les process, ça bloque tout. Donc ça, je pense que c'est un vrai écueil local. Et puis un autre truc, c'est qu'ici en France, quand tu entreprends, on te demande qui tu es et d'où tu viens. Aux États-Unis, on te demande ce que tu fais, dans le monde anglo-saxon en général. On te demande ce que tu fais, on ne te demande pas si tu as un diplôme forcément, ni quelle est la filière. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais je pense qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit dont on a tout intérêt à s'inspirer pour avoir une nouvelle Silicon Valley européenne dans notre région. Voilà, alors je termine juste en disant que, avant de laisser la parole à Kevin, que d'après des sondages, un jeune sur 2 veut être un jour créer son entreprise, être un jour son propre patron. Donc évidemment, j'encourage ça. C'est pas tous les jours facile. Il faut pas faire ça pour l'argent. Il faut faire ça pour la passion, pour l'envie de s'investir et de faire bouger les choses. Et l'argent, il vient après.
Mais c'est un vrai chemin, c'est un vrai chemin personnel, c'est un vrai état d'esprit. Mais si vous le sentez, allez-y, foncez, c'est génial, quoi. Voilà pour... Merci Julien. Allez, je prends la suite. Donc moi je suis Kevin Polizzi, je suis le fondateur et le président d'une société qui s'appelle Jaguar Network, qui est une société qui fait de l'hébergement. On a fondé cette société le 11 septembre 2001, une date qui a été clé pour nous puisqu'on a vu disparaître une grosse partie du réseau internet ce jour-là. Et on a eu la chance de créer cette société, je dis on parce que j'ai un frère jumeau qui m'a accompagné dans le domaine de l'hébergement de sites internet. Au début des années 2000, c'était vraiment quelque chose en croissance. La création des premières infrastructures, des premiers sites de e-commerce. Et en fait, cette société, on l'a créée à Marseille et on l'a laissée domicilier à Marseille justement parce que ce territoire est attractif et parce que ce territoire nous a offert de nouvelles possibilités. Si on était parti en région parisienne, confronter notre faible expérience et notre parcours étudiant, on aurait probablement été mangé, absorbé ou tué par d'autres. À Marseille, on était un petit peu plus protégé. On a eu la chance de conduire ce double parcours, entrepreneur, étudiant en école d'ingénieur et à la fois start-upper, avec une société qui aujourd'hui emploie plus de 100 personnes, a des dizaines de milliers de serveurs à disposition et travaille avec les plus gros clients du marché. Donc on a créé une société de référence en l'espace d'une grosse dizaine d'années qui va aujourd'hui commencer à se déployer à l'international. Pourquoi ? Parce que le marché français représente 0,5% du marché mondial dans un marché international qui est très très dynamique. Pourquoi le faire depuis Marseille ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est vraiment au milieu d'un carrefour Europe-Asie, dans toutes les directions des entreprises. Il y a une zone qui s'appelle EMEA, Europe, Middle East, Africa, qui en fait représente quasiment un tiers de la population du monde. Un tiers de la population du monde, ça vous laisse quand même des opportunités de travailler avec des gens et de travailler avec des clients qui ont des besoins basiques. Être capable d'envoyer un mail, être capable de manger, être capable de travailler. Et aujourd'hui, ce métier d'infrastructure est intéressant parce qu'on est capable de les accompagner. La deuxième raison, c'est parce qu'on a quand même, en l'espace de 10 ans, fait grandir notre système d'éducation. Et l'un des majeurs avantages de la région, c'est la capacité de sortir des gens qui sont bien formés. La France forme des ingénieurs, forme des techniciens, forme des gens qui sont plutôt de bonne volonté. On est assez médiocre sur le commerce. Pourquoi ? Parce qu'on crée des produits géniaux, le Rafale, le Minitel, le Concorde. On crée des produits géniaux. La visioconférence, l'équivalent de Skype, a été inventée en 1979 par France Télécom. Et c'est jamais sorti de France, parce qu'on ne l'a jamais diffusé à l'international. Donc l'un des gros enjeux de cette région, c'est vraiment la capacité à marketer, à être capable d'expliquer qu'on peut vendre des produits, qu'on peut développer. Et quelque part, l'avantage de la jeunesse qu'on forme, c'est qu'on est en train de passer d'une économie ancienne qui vendait des produits vers une économie moderne qui répond à des usages. Toutes les startups qu'on accompagne, il y a plus de 250 startups qui ont été montées dans la plateforme ex-Marseille French Tech. 250 startups, c'est énorme. Il y a 1 an et demi avant de commencer à bosser pour la French Tech, on avait à peu près 80% de mortalité sur ces startups. 8 entreprises sur 10 ne passaient pas l'année. Faute de capitaux, faute de financement, pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Au bout d'1 an, on a réussi à faire tomber ce taux-là à 50%. On a une société sur 2 aujourd'hui à peu près qui continue pas, parce que c'est pas la bonne équipe, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, parce que l'idée est peut-être trop en avance sur le marché. Et l'objectif, c'est d'inverser ça à horizon 12 mois, d'être capable de faire passer ça à 20% d'entreprises qui meurent, parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau de maturité ou parce que le produit ne répond pas à un marché, et 80% des gens qui sont capables d'accélérer, de discuter ensemble, de collaborer, dans un territoire qui le mérite, parce que comme le disait justement Julien, on a une qualité de vie, un confort de vie. Aujourd'hui, il fait encore magnifiquement beau, hein, et c'est comme ça 300 jours par an. Donc ça intéresse beaucoup d'étrangers de venir s'implanter en France. On a aussi des mécanismes qui nous aident à financer la recherche et le développement. Et franchement, nous les Français, on est quand même super bons en recherche et développement. On a dans la région des grands domaines stratégiques, l'énergie, la biotech, la santé, le numérique, l'IT, le digital, le cloud, les contenus. On a vraiment des axes stratégiques qui vont nous permettre de mieux vivre le monde de demain et nous-mêmes de créer le monde de demain. Pour ça, il faut se former, il faut entreprendre, il faut aussi partager. Donc n'hésitez pas à rejoindre des réseaux, hein. Les réseaux, ça commence aussi dans un festival comme le Festival Delta, mais ça peut continuer à la French Tech, ça peut continuer dans les entrepreneurs. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est vraiment en train d'émerger.
On a eu de la chance en 10 ans de réussir. Allo Pneus, Voyage Privé, Jaguar. Il y a tout un tas ce qu'on appelle de tech champions sur le territoire qui acceptent de réinvestir dans des startups, qui acceptent d'accompagner gratuitement des startups pour vous donner un cadre, vous donner une méthodologie et la capacité d'entreprendre. Donc sincèrement, voilà, moi je dis qu'entre 20 et 30 ans, il faut se faire plaisir. On a franchement peu de charges. En général, on n'a pas de famille lourde à gérer. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre ses idées, à prendre quelques copains, à se mettre d'accord au début parce que c'est bête quand une société marche bien et qu'on se fâche en cours de route. Donc n'hésitez pas à vous mettre d'accord, développer un bon produit et être en capacité de vous faire accompagner parce qu'on est là uniquement pour vous accélérer. On est là pour vous expliquer quelles sont toutes les conneries qu'on a faites par le passé, quelles sont les erreurs qu'il ne faut surtout pas refaire. Je vous rassure, on en a fait plein. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir gagner du temps et peut-être que ce que nous, on a réalisé en 10 ans, eh ben, un bon challenge, ce serait que vous le réalisez en 3 ans avec une capacité. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui d'accompagner une quinzaine de startups dans lesquelles j'ai investi personnellement. J'y crois beaucoup parce que les gens sont dynamiques, les gens ont envie de réussir. Et puis surtout, il y a une soif d'international. Les Asiatiques, les Américains, dans certaines zones, ne sont pas les bienvenus. Et donc, la qualité française, le French Made, c'est quelque chose qu'on est vraiment capable de vendre. Et puis en plus, quand il est fabriqué en Provence, je dirais que c'est encore plus facile parce que les gens connaissent, identifient. Et puis identifient ce confort, cette qualité de vie, ces gens sympas, ces projets ouverts et la capacité de les développer à l'international. Donc moi, je vous remercie pour cette intervention aujourd'hui. Et puis sincèrement, allez-y tambour battant, allez-y avec le sourire. Le monde est hyper ouvert et appartient aux opportunistes. Alors je dirais plutôt que le rêve américain et la Silicon Valley américaine, les Américains sont un peu bourrins, même s'ils restent très pragmatiques. Nous, on a vraiment la chance d'avoir développé ici des choses et d'être vraiment reconnus pour la qualité de ce qu'on fait, la qualité de notre réflexion, la qualité de notre boulot. Et sincèrement, c'est pas très compliqué quand on s'en donne la peine de développer de super business. L'économie nous laisse une place tout juste hallucinante. Donc faites-vous plaisir et faites-vous accompagner. Aujourd'hui, les banques, les réseaux d'accélération, les entrepreneurs, on est tous hyper ouverts pour recevoir une idée. Une idée, c'est jamais idiot, c'est une idée. Peut-être que des fois, elle tombe pas au bon moment, mais souvent, elle est relativement pertinente. Voilà, merci. Alors moi, j'aurais une question à vous poser à tous les deux, finalement. Vous avez évidemment parlé de l'international, des États-Unis, mais aussi de l'Asie. Qu'est-ce que vous pensez qui fait qu'en France, on favorise ou au contraire, on empêche l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui permet aux Américains d'innover plus que nous ou au moins de partager plus leurs idées, leurs produits, leurs services à l'international ? Je suis sans doute moins bien placé que Kevin, mais juste une petite réflexion. J'aurais tendance à penser que les Américains, Kevin a un petit peu dit tout à l'heure, sont plus agressifs, plus efficaces dans la démarche commerciale. Et peut-être que nous, en France, on pêche par manque de confiance en nous et qu'on n'ose pas y aller. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du complexe. Voilà, c'est une explication qui me vient. C'est pas faux du tout. Pour être un peu plus dans le détail, on a un problème majeur en France, c'est qu'on n'a pas construit le système de financement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand deux gars montent Facebook, immédiatement ils trouvent un gars dans la Silicon Valley qui leur file 100 ou 150 000 $, peut-être en espérant jamais les revoir. Et donc on a la capacité aux États-Unis de financer rapidement l'entrepreneuriat. Je dirais que c'était pas vrai en France, mais depuis 2 ans, on a les premières générations d'entrepreneurs qui sont restés là et qui mettent des tickets, 50 000, 100 000, 200 000 euros. La deuxième partie, c'est que sincèrement, en France, on vous dit pas forcément bravo quand vous montez votre boîte. Tandis qu'aux États-Unis, on vous encourage à monter votre boîte, c'est quelque chose de naturel. L'indépendance, la liberté, la capacité de travailler jour et nuit parce qu'on a un intérêt réel à le faire. Et ça aussi, je dirais que c'est en train de changer. On a quand même beaucoup de mécanismes, le crédit d'impôt recherche, des réductions d'impôts pour les jeunes entreprises innovantes. On a aujourd'hui des mécanismes de la création d'entreprises. Et s'il y a une composante que je garderai, je pense que c'est, comme le disait Julien, l'agressivité. La capacité à finaliser un produit, le mettre sur le marché tout de suite pour faire un peu de chiffre d'affaires. Même s'il n'est pas prêt à 100%, on peut vendre des produits qui ne sont pas totalement finis à partir du moment où on est réglo et qu'on retournera voir son client pour le finir avec lui. Donc on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau mindset. Et moi je pense sincèrement que la région Méditerranée va devenir l'équivalent d'une Silicon Valley. Et cette Silicon Valley qui actuellement est un peu fatiguée puisqu'elle est trop devenue financière. Et donc aujourd'hui on a la capacité en Europe, on est quand même un bloc de quasiment 400 millions d'habitants.
Alors les Anglais vont peut-être nous dire au revoir, mais je pense qu'on restera... ils vont pas quitter leur île trop vite, donc on restera un bloc significatif avec une forte capacité d'innovation. Vous avez parlé de financement et plutôt dans votre intervention, vous avez parlé plutôt vous de la révolution du digital. Est-ce que vous pensez que finalement les nouveaux moyens de financement comme le crowdfunding ou d'autres moyens qui permettent maintenant de financer des projets en ne passant plus par des banques, finalement ça va faire exploser le nombre d'innovations, d'entrepreneurs et de start-up? Alors, le plus grand et le plus vieux crowdfunding, il s'appelle quand même la fiscalité. Hein. Tous les ans, vous payez un peu des impôts et c'est le plus grand crowdfunding du monde, hein, puisque c'est celui qui paye notre pays. Blague à part, effectivement, on peut lever des capitaux facilement dans l'entreprise. Il faut juste avoir un projet génial. Moi, je pense à une plateforme comme Kickstarter, qui est une plateforme sur laquelle on pose des produits en disant voilà, on a eu juste l'idée du produit, il nous faut X milliers d'euros pour être capable de le développer. Et ben, quand le produit est génial, en général, quelques semaines après, la campagne de levée de fonds, elle arrive à terme, voire elle explose littéralement. Il y a 2-3 ans, c'était l'épopée des caméras qu'on embarquait sur soi. Il y a 2 ans, c'était l'épopée des drones. Aujourd'hui, c'est l'épopée des objets connectés. Donc il y a des plateformes comme Kickstarter, il y en a d'autres qui sont francophones, qui permettent de faire appel au crowdfunding. Et effectivement, 100 000 personnes qui mettent 1 euro, c'est relativement indolore et ça permet de créer des produits très innovants. J'avais au téléphone ce matin un directeur d'agence d'une banque très connue et il m'a dit qu'ils étaient très concernés par ce qu'on appelle la fintech, justement, les startups qui viennent bouleverser un petit peu et disrupter le monde de la finance et de l'économie traditionnelle. Pas que le financement, d'ailleurs, les transactions, c'est-à-dire tout ce qui est commodité, tout ce qui est usage de l'outil financier. Et il me disait qu'ils avaient vraiment des laboratoires en interne qui planchaient là-dessus parce qu'ils ont vu Airbnb arriver et grignoter les groupes hôteliers et prendre des valorisations équivalentes à des groupes en place, comme le groupe hôtelier Accor. Donc ils sont conscients qu'il faut qu'ils restent en alerte, qu'il faut qu'ils restent en veille. L'ancien monde a les moyens de voir venir, mais le nouveau monde a les moyens de le surprendre. Donc ça va être une confrontation intéressante. Je vous remercie. Je vais demander au public s'ils ont des questions à poser à nos intervenants. Non. Sinon, moi j'en ai une. Si vous aviez des conseils pour des étudiants en école de commerce ou pas en école de commerce pour qu'ils montent leur entreprise grâce à Marseille et son territoire, quels sont les meilleurs moyens pour eux d'y parvenir? Alors je vous invite à aller voir des organisations comme Pépite ou à participer à des startup week-ends et vous allez rencontrer beaucoup de gens, vous allez sentir une énergie et vous allez surtout savoir si vous êtes fait ou pas pour l'entrepreneuriat. Quand on sort d'un startup week-end, au bout de 54 heures, on a travaillé en équipe, on n'a presque pas dormi, on a monté un projet, on est toujours très fiers, mais on sait si c'est quelque chose qui est fait pour nous ou pas. Donc déjà, c'est un très bon moyen soi-même de placer le curseur et de s'évaluer. Ensuite, Kevin l'a dit tout à l'heure, allez voir les structures d'accompagnement. Si vous êtes dans la région, vous pouvez aller voir des accélérateurs comme PayFactory, notre startup en fait partie. Allez voir Jaguar Networks. Si vous êtes ailleurs que dans la région, j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient quand même de pas mal d'endroits dans le public. Vous pouvez aller voir Provence Promotion, qui fait aussi un super travail. Donc il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Il y a évidemment la French Tech avec Stéphane Soto. Si vous êtes sur les problématiques et les questions environnementales, il y a le Technopole de l'environnement à Aix-en-Provence, à l'Arbois. Bref, il y a beaucoup de monde. Allez voir les gens, restez pas dans votre coin. Et si vous avez une idée, parlez-en au maximum de monde. Ne la gardez pas pour vous. Essayez de la partager et je pense que c'est un bon moyen de commencer déjà. Oui, clairement. Il y a des réseaux, pour être clair, il y en a peut-être un petit peu trop. Donc n'hésitez pas à vous concentrer sur Provence Promotion ou sur la French Tech. Parce que quelque part, on agrège beaucoup de monde à l'intérieur et puis ça nous permet de qualifier et de ne pas vous faire perdre votre temps en vous envoyant à droite à gauche. On a dans la région tout ce qu'il faut pour réussir vraiment hein, aujourd'hui, que ce soit dans le financement, dans les idées d'accompagnement, etc. Un conseil, il est assez simple le conseil. Hein. Si vous aimez dormir, si vous aimez regarder la télévision, bon, peut-être que l'entreprise, c'est pas tout à fait pour vous. Si vous êtes motivé, que vous avez envie d'être libre, indépendant et de gagner de votre vie
de manière amplement méritée par la valeur ajoutée que vous créez, n'hésitez pas à vous rapprocher de réseaux d'entrepreneurs. Il y a des gens qui veulent le faire tout seuls, il y a des gens qui cherchent des associés. Il y a vraiment la capacité à intervenir rapidement. Les Startup Weekends sont un excellent exemple. Vous allez pouvoir tester votre associé dans un Startup Weekend. Si vous voyez qu'il commence à dormir vers 2h du mat, c'est que ce n'est pas forcément la bonne personne. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a aussi les nurseries dans les business schools qui font un boulot extraordinaire. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour sauter le pas. Je pense que ce qu'il faut garder de la Silicon Valley, c'est essayez vite et plantez-vous vite. Mais surtout, n'écoutez pas les autres quand ils vous disent c'est pas une bonne idée, il n'y a pas de marché. Faites votre propre expérience par vous-même. Réfléchissez un petit peu parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de marché, ça va être très compliqué de vous financer. Mais faites-vous plaisir. Et moi, je prends un pied intégral au boulot. J'ai la chance d'avoir un parfait équilibre entre le boulot, la vie privée, etc. Le numérique a cet avantage que ça ne s'arrête pas la nuit. Donc vous pouvez tout à fait vous aménager une vie qui est conforme à vos attentes. Merci. Merci beaucoup.